Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un des rares philosophes spécialisés dans beaucoup de choses, mais enfin en particulier dans les animaux. Alors évidemment, quelle est votre définition de l'intelligence animale? J'ai pas de définition de l'intelligence animale, je crois que j'ai plutôt un regard sur l'intelligence qui est plus ouvert que le regard, je dirais, hérité de la philosophie occidentale classique, où on considère que l'intelligence c'est la raison logique, liée à un langage élaboré, etc. Donc on voit bien qu'il peut y avoir différentes formes d'intelligence. On sait déjà pour l'être humain qu'il y a différentes formes d'intelligence. Il y a évidemment l'intelligence rationnelle, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle, il y a une intelligence intuitive. Et donc, en fait, si on élargit ça aux animaux, on s'aperçoit que les animaux ont diverses formes d'intelligence et que dans certains domaines, par exemple l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence intuitive, ils nous dépassent totalement. Donc, l'intelligence, c'est simplement la capacité qu'a un être vivant à comprendre son environnement et à s'adapter à son environnement au mieux. Et donc on voit très bien que les animaux sont parfaitement capables de s'adapter à leur environnement, de faire des choses qui nous dépassent totalement. Quand on voit la manière dont les oiseaux migrateurs se retrouvent, la manière dont les éléphants connaissent le temps qu'il va faire dans 3-4 jours, etc., on n'est pas capable de faire ça. Donc ils ont d'autres formes d'intelligence que les nôtres. Ils ont aussi la nôtre, il y a aussi des intelligences, je dirais, rationnelles et logiques qui existent chez certains animaux, mais elle est moins poussée que chez nous. Parce que chez nous, c'est vrai qu'elle a pris une forme très particulière liée au langage, qui est particulier, mais on peut dire que les animaux ont d'autres formes d'intelligence et d'autres formes de langage. Et alors aujourd'hui, on découvre des choses sur l'intelligence végétale, des arbres, des plantes, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, il y a des gens comme Pascal Pic qui considèrent qu'on ne pourra pas comprendre l'intelligence artificielle sans connaître l'intelligence animale. Est-ce que ça, pour un philosophe, c'est un beau sujet de réflexion? C'est un beau sujet, bien sûr. Bien sûr. Et moi, le sujet qui m'a le plus intéressé dans l'étude sur, je dirais, la comparaison entre l'être humain et l'animal, c'est d'essayer de déconstruire un peu cette idée du propre de l'homme, qui a toujours été fondée sur cette idée qu'on a une intelligence supérieure que les animaux n'ont pas. Et je crois qu'il ne faut pas voir du tout les choses comme ça, en fait. Ça nous oblige d'ailleurs à repenser nous-mêmes ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que on s'aperçoit que vous avez des êtres humains qui sont très intelligents selon le QI. Vous avez tant de QI, vous êtes très intelligent, c'est-à-dire vous êtes capable de faire des maths. Mais vous avez d'autres humains qui seront nuls dans ce domaine-là, qui ont un QI très bas, mais qui auront une sensibilité, une intelligence du cœur, une intelligence émotionnelle, une intelligence intuitive extraordinaire, qui les rendra finalement beaucoup plus intéressants en tant qu'être humain. Alors qu'on connaît des savants qui sont odieux, qui sont des salauds, qui sont des types bornés, qui ont une intelligence émotionnelle de 4 ans, et qui sont incapables de gérer leur colère, leurs émotions. Et on se dit, mais c'est pas des êtres humains accomplis. Donc on voit bien qu'il faut repenser la question de l'intelligence de manière beaucoup plus globale, perçue à travers d'autres entrées que simplement la logique rationnelle. Et du coup, ça permet, les animaux nous permettent de réfléchir à ça. C'est un formidable miroir aussi pour réfléchir sur nous-mêmes, les propres limites qu'on avait mis à notre intelligence. Et alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de penser en termes de singularité. C'est-à-dire, je me dis, il n'y a pas de propre de l'homme, c'est-à-dire que l'être humain n'est pas unique, si vous voulez, par rapport au reste du monde animal. C'est un animal comme les autres, on pourrait dire, sauf que, comme chaque espèce, il a des singularités. Et donc, de même que le dauphin a une capacité, un sonar quasiment unique, qui est capable de faire des choses que presque aucune autre espèce n'est capable de faire, l'être humain a aussi des singularités que presque aucune autre espèce n'est capable de faire. Et je pense que sa singularité, elle est surtout liée à son imaginaire religieux et symbolique. C'est vrai qu'on ne voit pas d'autres espèces qui vont construire des bâtiments totalement inutiles, qu'on appelle des églises, des temples, des cathédrales. Ça ne sert à rien. Mais c'est lié à des croyances. Et ces croyances sont très importantes, parce que s'il n'y avait pas eu ces croyances, peut-être qu'Homo sapiens n'aurait pas pris la place qu'il a pris aujourd'hui, un peu trop, hélas, tyrannique. Mais ça l'a rendu très puissant, ces croyances. Croire dans un invisible qui nous dépasse, c'est quelque chose de très puissant. Et donc, je crois que l'imaginaire religieux, c'est totalement propre, effectivement, à l'être humain. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que les autres espèces. Les autres espèces ont d'autres singularités, nous dépassent dans plein d'autres domaines, soit la vitesse pour le jaguar, que ce soit toutes sortes d'autres qualités intuitives. Moi, je suis très frappé par les qualités intuitives des animaux. J'ai un chat, il sait à l'avance quand je vais arriver dans ma maison de campagne, il m'attend, les voisins me disent, tiens, ça fait une demi-heure qu'il est dehors, on sait que tu vas arriver. Donc ça, mais on est incapable de faire ça. Ce qui fait qu'il faut penser en termes de singularité. Quelle est la singularité de chaque espèce et on s'enrichit finalement par ces singularités au lieu de penser les choses de manière pyramidale, il y a l'homme au-dessus et les animaux en dessous. Merci.